Il mourut. Quand ce bruit éclata dans nos villes, le monde respira. Il n'est plus, ainsi que sa dépouille mortelle, après son dernier soupir, resta froide, immobile. De même la terre, frappée d'étonnement à l'annonce de sa mort, est muette. Deux réactions à l'annonce de la mort de Napoléon. Celle de Victor Hugo adolescent et celle du poète italien Manzoni. Deux réactions qui disent bien l'ambiguïté du mythe napoléonien et qui sont l'écho de la double légende. La légende noire s'est imposée la première. À l'automne de 1812, le général Mallet fait annoncer la mort de l'empereur en Russie et s'empare du pouvoir pour quelques heures. À son procès, Mallet répond au président qui lui demande quels sont ses complices. « La France et vous-même si j'avais réussi !» En effet, l'opinion publique est sourdement hostile à Napoléon. On accuse son orgueil, sa tyrannie, son obstination. La crise économique, née du blocus, provoque une cascade de faillites, multiplie le nombre des chômeurs. Le poids des impôts s'alourdit. Dans les campagnes, vidées par la conscription, il ne reste que les vieillards, les estropiés, les infirmes. Les réfractaires sont de plus en plus nombreux. Beaucoup se cachent dans les bois. Certains n'hésitent pas à se mutiler. Ils seront 250 000 à la fin de l'Empire. En 1813, 963 000 hommes sont appelés. Cette énorme levée fait naître spontanément l'image de l'ogre nourri de ses enfants. Les Français sont las de la guerre. La naïve complainte du conscrit Vivarais touche plus sûrement les cœurs que les fanfares des proclamations officielles. Je suis un pauvre conscrit de l'an 1810. Je suis un pauvre conscrit de l'an 1810. Faut quitter le Languedoc, le Languedoc, le Languedoc. Faut quitter le Languedoc avec le sac sur le dos. Adieu mon père, au revoir, et ma mère, adieu, bonsoir. Adieu mon père, au revoir, et ma mère, adieu, bonsoir. Écrivez-moi de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Écrivez-moi de temps en temps pour m'envoyer de l'argent. Adieu donc mon tendre cœur, vous consolerez ma sœur. Adieu donc mon tendre cœur, vous consolerez ma sœur. Vous y direz que fanfan, ré que fanfan, ré que fanfan. Vous y direz que fanfan, il est mort en combattant. Le 30 mars 1814, Paris capitule. Les Cosaques campent sur les Champs-Élysées. Les Français ressentent amèrement la défaite. Ils en rendent Napoléon responsable. Jusqu'alors, d'une servilité sans faille parce que grassement payée, les sénateurs s'émancipent. Le 3 avril, ils proclament la déchéance de l'empereur. Au lieu de régner dans la seule vue de l'intérêt et de la gloire du peuple français, Napoléon a mis le comble au malheur de la patrie. Il a violé les lois constitutionnelles.
anéantit la responsabilité des ministres, entreprit une suite de guerres en violation de l'acte des constitutions. Le 4 avril, les maréchaux, sous la conduite de Ney, le supplient d'abdiquer. On ne vous aime plus, sire. Je dirais même qu'on vous maudit. Un flot de pamphlets s'abat sur la France. Napoléon est l'enfant chéri du diable, un bâtard ambitieux, un perverti sexuel, un tyran machiavélique, un terroriste sanguinaire. Dans Les Misérables, Hugo écrit « Tous les préjugés de la Restauration, tous ses intérêts, tous ses instincts tendaient à défigurer Napoléon. Elle l'exécrait encore plus que Robespierre. » Une telle entreprise était-elle possible, alors que ce passé tout récent était chargé de tant d'heures de gloire, alors que tant d'acteurs de cette gloire étaient encore vivants? Développée et amplifiée sous la Restauration, la légende noire a très vite fait figure de propagande monarchiste. Ses outrances et ses invraisemblances l'ont finalement desservie. Elle n'allait pas tarder à être éclipsée par la légende officielle, la légende dorée, préparée par Napoléon lui-même et nourrie de la rêverie nostalgique des vétérans de l'armée impériale. Dès la première campagne d'Italie, tous les supports publicitaires sont utilisés pour lancer le jeune général. Proclamations, bulletins de victoire, envoi de drapeaux pris à l'ennemi. Des portraits très approximatifs, des bustes, des médailles, font connaître par toute la France le héros d'Arcole et de Rivoli. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout, il voit tout. Formules anciennes, mais reprises avec succès dans le courrier de l'armée d'Italie. Dès novembre 1796, quelques jours seulement après Arcole, le peintre Gros reçoit la commande d'un tableau. Bonaparte est seul sur le pont qu'on ne voit pas et sur lequel on n'est pas très sûr qu'il se soit élancé à la suite d'Augereau. Toutes les grandes œuvres des peintres sont des commandes officielles. Les sujets, les dimensions du tableau sont imposées par arrêtés impériaux. Napoléon indique les attitudes qu'il veut voir passer à la postérité. La mule sur laquelle il gravit le Grand Saint-Bernard devient Le cheval blanc que César éperonne. caracolant sur le chemin de la victoire que montre le premier consul et vers lequel souffle le vent de l'histoire. J'affirme ne l'avoir pas vu toucher un pestiféré. Et pourquoi en aurait-il touché? Ils étaient à la dernière période de la maladie. Aucun ne disait mot. Bonaparte savait bien qu'il n'était pas à l'abri de la contagion. Tel est le témoignage de Bourrienne, son secrétaire et ancien condisciple, qui l'accompagnait à Jaffa. Tous les monuments édifiés à Paris n'ont pour but que de glorifier l'empereur et son armée. Sur l'arc de triomphe du Carrousel, les 4 chevaux ramenés du balcon de Saint-Marc à Venise tirent un char qui restera vide longtemps. Le charlatan, disent les mauvais esprits. Napoléon sera-t-il représenté en empereur romain au sommet de la colonne coulée dans le bronze des canons d'Austerlitz? Faites-le donc tout nu. Vous aurez plus de facilité à lui baiser le derrière, propose l'amiral Bruix. Les artisans et les industriels qui décorent leur production de son portrait ou de scènes allégoriques à sa gloire reçoivent diplômes et médailles d'or. Les bulletins de la Grande Armée, récits officiels et fortement retouchés des campagnes militaires, sont diffusés partout, jusque dans les hameaux les plus reculés. On les lit le dimanche au prône, dans les écoles et les lycées, comme en témoigne Vigny. Les maîtres ne cessaient de nous lire les bulletins de la Grande Armée, et nos cris de « Vive l'empereur !» interrompaient Tacite et Platon.
Tout au long de son règne, poète de talent et versificateur laborieux, peintre de génie et imagier d'Épinal, musiciens académiques et faiseurs de romances célèbrent les grandes heures de l'Empire. À Sainte-Hélène, Napoléon comprend vite le parti à tirer de sa captivité. Si au lieu d'être ici, j'étais en Amérique, comme Joseph, on ne penserait plus à moi et ma cause serait perdue. Prométhée, enchaîné à son rocher solitaire, il prend figure de martyr. Des rochers nus, des bois affreux, l'ennui, l'espace, des voiles s'enfuyant comme l'espoir qui passe, toujours le bruit des flots, toujours le bruit des vents. Les aigles qui passaient ne le connaissaient pas. Ces vainqueurs ont restauré les vieilles monarchies conservatrices. Metternich, le gendarme de l'Europe, réprime partout les mouvements libéraux. L'Allemagne ronfle paisiblement sous la garde de ses 39 monarques. Ces geôliers sont ceux-là même qui répriment les libéraux. De là à dire qu'il est un libéral opprimé par d'affreux despotes, il n'y a qu'un pas qu'il franchit allègrement par la scase interposée. À travers lui, c'est la Révolution française que les coalisés de 1814 ont cru définitivement abattre. Rien ne saurait désormais détruire ou effacer les grands principes de notre Révolution. Ces grandes et belles vérités doivent demeurer à jamais. Voilà le trépied d'où jaillira la lumière du monde. Elles le régiront, elles seront la foi, la religion, la morale de tous les peuples. Et cette ère, mémorable, se rattachera, quoi qu'on ait voulu dire, à ma personne. Parce qu'après tout, j'ai fait briller le flambeau, consacré les principes, et aujourd'hui, la persécution achève de m'en rendre le Messie. Mystification géniale et tellement énorme qu'elle cachera pour plus d'un siècle le véritable visage de Napoléon. Mais succès complet, ainsi que Victor Hugo nous le montre dans Les Misérables. Marius lut le mémorial de Sainte-Hélène. La République, l'Empire n'avait été pour lui jusqu'alors que des mots monstrueux. La République, une guillotine dans un crépuscule. L'Empire, un sabre dans la nuit. Il venait d'y regarder, et là où il ne s'attendait à ne trouver qu'un chaos de ténèbres, il avait vu, avec une sorte de surprise inouïe, mêlée de crainte et de joie, étinceler des astres et se lever un soleil. Napoléon. Après sa mort, comme il l'avait voulu, la légende prend son envol. Napoléon alla s'endormir sous le sol, et les peuples alors, de l'un à l'autre pôle, oubliant le tyran, s'éprirent du héros. On ne se souvint plus que des jours éclatants. Cet homme étrange avait comme enivré l'histoire. Le recul du temps abolit les rancœurs, éveille les regrets. Les vétérans de la grande armée oublient la grogne, les souffrances, la mort toujours présente. On les imagine le soir à la veillée, racontant inlassablement leurs souvenirs. Alors le temps est aboli, Napoléon sort vivant de son tombeau. L'armée se range en bataille, les tambours battent la charge, et c'est Austerlitz, Iéna, Eylau, 1000 fois recommencé. Le temps heureux, l'âge d'or napoléonien, écrit Balzac, devint un rêve. Rêve gravé pour le peuple par Raffet, Charlet et bien d'autres, qui ont su toucher les humbles en faisant revivre Napoléon au milieu de ses soldats. Son prestige. Sa familiarité, calculée.
Leur attachement. Ils grognaient, mais le suivaient toujours. Leur enthousiasme. Les blessés se soulèvent pour l'acclamer. Combien d'intérieurs modestes n'ont eu pour seul luxe qu'une gravure de Raffet? C'était comme l'icône, entourée de la vénération des fidèles du culte napoléonien. Avec la lithographie, la chanson a eu une influence d'autant plus grande dans la formation du mythe que la proportion des illettrés était élevée. Le nom de Béranger éclipse tous les autres. On répétait ses refrains sous le chaume, à la charrue, dans les ateliers, au cœur de Paris. Parlez-nous de lui, grand-mère, grand-mère, parlez-nous de lui. Parlez-nous de lui, grand-mère, grand-mère, parlez-nous de lui. Mais quand la pauvre Champagne fut en proie aux étrangers, lui bravant tous les dangers, semblait seul tenir la campagne. Un soir tout comme aujourd'hui, j'entends frapper à la porte. J'ouvre, bon Dieu, c'était lui, suivi d'une faible escorte. Il s'assoit où me voilà, s'écriant « Oh, quelle guerre! Oh, quelle guerre !» Il s'est assis là, grand-mère, grand-mère, il s'est assis là. Il s'est assis là, grand-mère, grand-mère, il s'est assis là. Avec les romantiques, tous les jeux des grandes orgues vont chanter à la fois. Grandis trop tard, dans un monde sans gloire, les enfants du siècle refusent un univers pour lequel les seules valeurs sont celles de la bourse. La mélancolie romantique se nourrit du regret de n'avoir pas vécu les temps où Napoléon flamboyait comme un phare. Alors s'assit sur un monde en ruine une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. Ils avaient dans la tête tout un monde. Ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins. Tout cela était vide, et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. La génération de 1830 est fascinée par l'épopée impériale. Napoléon est le héros romantique, refusant la médiocrité d'un destin ordinaire, ivre de gloire et débordant de passion. Il a porté à travers le monde l'orage annonciateur des temps nouveaux. Tu domines notre âge, ange ou démon qu'importe, ton aigle de son vol haletant nous emporte. Toujours dans nos tableaux tu jettes ta grande ombre, toujours Napoléon éblouissant et sombre, sur le seuil du siècle et debout. La légende profite des maladresses que les Bourbons restaurés multiplient comme à plaisir. En quelques mois, le régime de la Restauration avait fait l'unanimité contre lui. Au moment des 100 jours, Napoléon avait habilement exploité cette hostilité. Vous vous êtes laissé mener par les prêtres et les nobles, qui voulaient rétablir la dîme et les droits féodaux. J'en ferai justice. Je les lanternerai. Après 1815, la légende devient une arme politique. Les libéraux, qui avaient combattu Napoléon vivant, oublient le César despotique et belliqueux.
C'est en invoquant son souvenir que l'on complote dans les sociétés secrètes. C'est au cri de « Vive Napoléon » que s'insurgent Belges, Allemands, Italiens en 1830 et en 1848. Retournement de l'opinion que Napoléon avait prévu avec une étonnante prescience sur son rocher solitaire. L'ambiguïté du mythe est ici manifeste. Cette opposition hétéroclite de libéraux, nationalistes et bonapartistes, Louis-Philippe essaie de la récupérer. Il fait terminer l'arc de triomphe de l'Étoile. C'est sous son règne que la légende connaît une apothéose éclatante avec le retour des cendres. En 1848, c'est la force du sentiment populaire qui permet l'élection de Louis-Napoléon à la présidence de la République. Mais le 2 décembre 1851, il lève le masque. À Paris, quelques barricades sont balayées par la mitraille. Libéraux et républicains sont traqués, arrêtés, bannis. Victor Hugo, une des plus illustres victimes du coup d'État, se rend compte que la légende, habilement exploitée, a rendu possible le crime contre la liberté. Crime une première fois commis le 18 Brumaire. Laissant dans la clarté marcher l'immense ville, il dormait. Il dormait confiant et tranquille. Une nuit, c'est toujours la nuit dans le tombeau. Il s'éveilla. Démon aux visions funèbres, toi qui me suis partout, que jamais je ne vois, qui donc es-tu? Je suis ton crime, dit la voix. La tombe alors s'emplit d'une lumière étrange. Deux mots dans l'ombre écrits, flamboyés sur César. Bonaparte tremblant comme un enfant sans mère, leva sa face pâle et lut 18 Brumaire. Si l'on grandit l'oncle pour accabler le neveu, le premier doit expier la faute du second, car il l'a inspiré. L'expiation, c'est Bonaparte caricaturé, mais c'est aussi la légende contestée. L'expiation, c'est encore, en 1871, la colonne abattue sur l'ordre de la Commune de Paris. Ainsi s'accomplit la prédiction de Marx. Le jour où le manteau impérial tombera sur les épaules de Louis Bonaparte, la statue d'airain de Napoléon s'écroulera du haut de la colonne Vendôme. En 1874, la colonne est à nouveau debout, et, avec elle, le mythe napoléonien. Quel meilleur exemple proposer aux générations que l'on formait à l'idée de revanche? Napoléon n'avait-il pas vaincu la Prusse? Il prend place, à côté de Jeanne d'Arc et de Bayard, dans ce panthéon que l'école primaire de la République radicale contribuera à populariser par ses manuels d'histoire. Napoléon a eu sa légende avant d'avoir eu son histoire, et bien souvent, la légende a tenu lieu d'histoire. La stature épique du héros a dominé son siècle. La réalité est moins complaisante. La pourpre impériale dépouillée, ne reste-t-il que le glaive du tyran? Bonaparte a 10 ans quand, boursier du roi, il arrive au collège de Brienne, près de Troyes. Il voit la France pour la première fois, et sait à peine le français. L'imagerie d'Épinal nous le montre, écolier laborieux et solitaire, en qui grandit l'empereur et qui déjà travaille pour la France. En réalité, il a le sentiment d'être un étranger.
Étranger au milieu de ses camarades qui se moquent de son accent et qui lui font sentir qu'il n'est qu'un petit pauvre élevé grâce aux charités du roi. Étranger en France parce que Corse. Comme ses compatriotes, il n'accepte pas la domination française. Quand je naquis, la patrie périssait. 30 000 Français, vomis sur nos côtes, noyaient la liberté dans des flots de sang. L'esclavage fut le prix de notre soumission. Il laisse échapper à son condisciple Bourrienne « Je ferai tout le mal que je pourrai à tes Français. » Après un séjour d'1 année à l'école militaire de Paris, il est, à 16 ans, lieutenant en seconde artillerie. Sur la route qui le mène à Valence, où il vient d'être affecté, il déclare à ses compagnons « Enfin, je suis libre. » Il se sent tellement libre qu'il est presque toujours en congé. De 1785 à 1793, en 7 ans, Bonaparte n'a passé que 32 mois dans les garnisons où on l'a nommé. Pendant ces longues permissions, se noue et se dénoue l'essentiel de la Révolution française. Quelle va être la réaction de ce jeune officier devant un événement aussi considérable? La Révolution est une affaire entre Français. Il lui tourne le dos. Tandis que tonne le canon de Valmy, il émigre en Corse. Sa mère, Laetitia, aurait déclaré à sa naissance « Il sera le vengeur de la Corse. » Venger la Corse, cela veut dire en chasser les Français. C'est effectivement ce que veut Bonaparte. Et s'il réussit, pourquoi ne serait-il pas le maître de l'île? Mais la Révolution y ramène Pascal Paoli, le vieux champion de l'autonomie, exilé en Angleterre depuis 20 ans. Ce retour soulève l'enthousiasme. Si Bonaparte mêle ses acclamations à celles de ses compatriotes, il pressent un dangereux rival. En mars 92, Paoli ne peut empêcher Bonaparte d'être élu lieutenant-colonel en second de la garde nationale d'Ajaccio, avec 522 voix pour 492 inscrits. Quelques jours après, le lieutenant-colonel autonomiste corse tourne sa garde nationale contre les soldats français de la citadelle. Il n'évite le conseil de guerre que grâce à l'anarchie qui règne à la veille de la chute de la royauté. La chute de la royauté, il envoie le premier acte le 20 juin 1792. De passage à Paris, il aperçoit Louis XVI, coiffé du bonnet rouge, poussé par les émeutiers à une fenêtre des Tuileries. Ne se considérant pas encore comme l'héritier de la Révolution, il peut déclarer le plus sérieusement du monde « Que coglione! Comment a-t-on pu laisser entrer cette canaille? Il fallait en balayer 400 ou 500 avec du canon. » De nouveau en Corse, pendant l'hiver 1792-93, il se rend compte qu'il n'y a pas de place pour deux ambitions rivales. Il organise un coup de main anti-paoliste contre Ajaccio, mais il échoue devant la citadelle. Les paolistes veulent le tuer. Sa maison est mise à sac et en partie incendiée. Le 3 juin 1793, avec tous les siens, il s'embarque pour Toulon. Il gardera toujours rancune à la Corse d'avoir trompé ses espoirs. Il n'y aura pas de Corse dans son entourage. Il a échoué dans son île, il lui faut réussir en France, puisqu'après tout, il est aussi français. Il est capitaine, malgré ses longues absences. Il lui faut donc un commandement, des soldats, des armes. Quelques mois plus tard, la chance lui sourit. Les Français piétinent devant Toulon aux mains des Anglais. Bonaparte s'y rend. Il rencontre les représentants de la Convention, Salicetti, un compatriote, Barras et Fréron, auprès desquels il s'empresse et qui lui font obtenir le commandement de l'artillerie du siège. Bonaparte se montre digne de la confiance qu'on lui fait. L'artillerie joue un rôle capital dans la prise de la ville le 17 décembre 1793. Le lendemain, il est général. Devant Toulon, il rencontre Augustin, frère de Robespierre, à qui il fait sa cour. Il avait calculé le parti qu'il pouvait tirer de la protection de l'incorruptible.
Mais il n'avait pas prévu une chute aussi proche et une répression aussi brutale. J'ai été un peu affecté de la catastrophe de Robespierre que j'aimais et que je croyais pure. Mais, fût-il mon frère, je l'eusse moi-même poignardé s'il aspirait à la tyrannie. Il a beau renier ses amitiés de la veille, il est emprisonné quelques jours au fort carré d'Antibes. L'automne 94 ouvre une sombre période dans la carrière de Bonaparte. Il est complètement oublié. Sans affectation, sans économie, la mine famélique, il bat le pavé parisien, frappe à toutes les portes, harcèle les bureaux. On lui propose de servir en Vendée sous les ordres de Hoche. Il refuse, ce qui lui vaut d'être rayé des cadres de l'armée. Sa carrière militaire aurait pu se terminer sur cet échec précoce. 28 jours plus tard, il est devenu le général Vendémiaire, sauveur de la République. C'est Barras qui, se souvenant de ses talents d'artilleur à Toulon, l'a tiré de l'ombre. Quelques canons habilement disposés en raison de l'émeute royaliste qui menaçait la Convention. C'est Barras encore qui fait de sa maîtresse, dont il est un peu là, l'épouse de Bonaparte. Joséphine de Beauharnais a 6 ans de plus que lui. Le clan Bonaparte, qui ne l'aime pas, l'appelle la vieille. Elle a aussi 2 enfants, qui se feront des prénoms dans l'histoire. En amour, c'est une technicienne accomplie. Le général est follement épris. Je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont point laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine. Petite épaule, un petit sein blanc, élastique, bien ferme. Par-dessus cela, une petite mine avec le mouchoir à la créole, à croquer. Mais point de repos pour le guerrier, ni pour sa femme, qui se hâte de le tromper avec un jeune lieutenant. Marié le 9 mars 1796, il part le 11 rejoindre l'armée d'Italie, dont il vient de recevoir le commandement. La campagne d'Italie est certainement son plus beau titre de gloire militaire. Cependant, les conséquences essentielles en sont politiques. C'est en effet au début des opérations que Bonaparte décide de devenir Napoléon. Les victoires lui serviront de tremplin pour se hisser au premier rang. Elles lui vaudront la popularité dans son armée, qui sera peut-être bien utile le moment venu, et chez les Français qui applaudiront. Les événements d'Italie révèlent un homme impatient de tout dominer, passant outre les ordres de son gouvernement et le menaçant en privé avec arrogance. Que le directoire s'avise de m'ôter le commandement, et il verra s'il est le maître. Aux membres de la véritable cour qui l'entoure, au château de Montbello, il se confie. Croyez-vous que ce soit pour faire la grandeur des avocats du directoire, des Carnot, des Barras, que je triomphe en Italie? Croyez-vous que ce soit pour fonder une république? Quelle idée! Une république de 30 millions d'hommes, avec nos mœurs, nos vices. Où en est la possibilité? C'est une chimère dont les Français sont engoués, mais qui leur passera, comme tant d'autres. Il leur faut la gloire, les satisfactions de la vanité, mais la liberté, ils n'y entendent rien. Il faut à la nation un chef illustre par la gloire et non par les théories de gouvernement. Des phrases, des discours d'idéologues auxquels les Français n'entendent rien. Qu'on leur donne des hochets, cela leur suffit. Il rentre le 5 décembre 1797 après 20 mois d'absence. Paris lui fait un triomphe. Le directoire le reçoit avec un faste jamais déployé pour un général victorieux. Mais dans la cour des Tuileries, entre Bonaparte qui s'avance et les 5 directeurs qui l'attendent, souffle le vent glacé de Frimaire. C'est bien pourquoi la poire n'est pas mûre, ainsi qu'il le déclarait quelques mois plus tôt. Il lui faut donc attendre.
Mais attendre sans agir est une faute. On ne conserve à Paris le souvenir de rien. Si je reste longtemps sans rien faire, je suis perdu. Son inactivité est de courte durée. Au printemps 98, le Directoire le charge de diriger l'expédition d'Égypte. Pour le pouvoir, c'est le moyen élégant de se débarrasser d'un héros au chômage qui peut devenir dangereux. Pour Bonaparte, c'est le moyen de hausser son personnage au niveau de la légende. L'Orient le fascine. Toutes les gloires viennent de là. Il a 29 ans, l'âge d'Alexandre, couronné par les prêtres d'Amon. Les Français ne connaîtront que les victoires aux noms prestigieux. Les pyramides, le mont Tabor, Nazareth. Mais l'aventure tourne mal. Pris dans une souricière, il ne peut faire sauter le verrou de Saint-Jean d'Acre qui lui ferme la route de Constantinople. Toute sa vie, Bonaparte regrettera de n'avoir pas été Alexandre. Il lui reste à devenir César. Il laisse à Kléber une succession difficile et s'embarque clandestinement pour la France, car, à Paris, la poire a mûri. Le Directoire est à bout de souffle. Le pouvoir est aux mains de pourris, de vautours, qui vivent de la misère du peuple. Au printemps de 1799, la France est à nouveau menacée sur toutes ses frontières. Les Jacobins ont pu, dans ces circonstances tragiques, faire adopter des mesures de salut public qui menacent les intérêts de la classe dirigeante. La bourgeoisie, effrayée, voit réapparaître le spectre de l'an 2. Il lui faut un pouvoir fort pour sauver ses privilèges. Arrivé à Paris, Bonaparte trouve un coup d'État en préparation. Il est conjuré à la recherche d'un sabre pour réussir l'opération. Il sonde longuement ses comparses et se décide quand il est sûr que l'opération doit tourner à son avantage. Le 18 Brumaire, de gré ou de force, les 5 directeurs démissionnent. Il n'y a plus de pouvoir. Le 19, les députés se sont concertés et ont décidé de résister. Bonaparte vient leur parler. Devant les anciens, il fait un effet déplorable. Devant les 500, il perd la tête. On connaît la scène. Bousculade, coups de poing, les clameurs. À bas le tyran! À bas le tyran! À bas le dictateur! À bas le foisonneur! Le cri redoutable. Hors-la-loi! Lucien Bonaparte sauve la situation. Quittant la présidence de l'Assemblée, il retarde le vote de mise hors la loi et permet aux grenadiers de Murat de balayer les députés. Français, vous reconnaîtrez sans doute à cette conduite le zèle d'un soldat de la liberté, d'un citoyen dévoué à la République. Au lendemain de Brumaire, Bonaparte fait couper ses longs cheveux. Il abandonne son personnage d'aventurier romantique pour celui, plus rassurant, mais plus austère, de consul législateur. En un mois, la Constitution est prête. Absence symptomatique, elle n'est pas précédée d'une déclaration des droits de l'homme. Le pouvoir exécutif est confié à 3 consuls, une trinité sans mystère. Le premier consul, Bonaparte, a tous les pouvoirs. Il prend soin de masquer sa toute-puissance derrière une façade libérale, peinte aux couleurs révolutionnaires. Le suffrage universel est rétabli, mais on ne vote pas. On établit seulement des listes dans lesquelles les sénateurs, nommés par le premier consul, choisissent les tribuns qui discutent sans voter et les députés du corps législatif qui votent sans discuter. Vote qui peut être modifié par le Sénat, nommé par le premier consul. La Constitution entre en vigueur le 25 décembre 1799. 2 mois plus tard, elle est soumise à l'approbation des Français. Si le suffrage est universel, le oui est quasiment obligatoire. On vote en signant un registre, comme pour les autres plébiscites. 1562 électeurs ont osé affirmer au grand jour leur opposition. 3 011 107 électeurs
ont voté oui, à gauche sur le registre. La majorité est restée silencieuse. Il y a plus de 4 millions d'abstentions. Dans ces conditions, peut-on dire avec Bonaparte que la légitimité du pouvoir lui vient directement du peuple? L'opinion publique, mise en condition par la propagande et les liturgies officielles, les pouvoirs de contrôle rapidement mis au pas, puis réduits au silence, toutes les aventures sont alors permises. La leçon n'a malheureusement pas été oubliée. Le gouvernement ne veut plus, ne connaît plus de parti, et ne voit plus en France que des Français. Bonaparte proclame l'oubli du passé à condition que les Français se rallient à son parti. L'intérêt se charge d'éliminer les opposants les moins dangereux parce que les plus attachés au pouvoir et à l'argent. Au premier rang des ralliés, orfèvres en matière de reniement, Talleyrand et Fouché. Le vice et le crime, dira Chateaubriand. Combien sont-ils ceux qui ont pu dire, comme Talleyrand, en se frottant les mains, « Il va falloir faire une fortune énorme ». Celle de Fouché sera évaluée à la fin de l'Empire à plus de 1,5 milliard. Un terrassier gagne à Paris, en 1807, 5 à 600 francs par an. Au début du consulat, Bonaparte a prononcé le mot magique. Il ramène l'ordre, ce qui veut dire en clair que le désordre provoqué par les revendications de la canaille ne sera plus toléré. Les classes possédantes rassurées vont pouvoir grossir des fortunes souvent amorcées malhonnêtement pendant la période troublée de la Révolution. C'est pour sauvegarder les intérêts des riches planteurs des Antilles que l'esclavage est rétabli. L'ordre promis, la confiance est miraculeusement retrouvée. Le 18 Brumaire, Ouvrard, le plus riche financier, écrit à un membre du complot. Il se prépare du changement dans les affaires politiques. Cette circonstance peut nécessiter des besoins de fonds. Je vous prie d'être l'interprète de l'offre que je vous fais d'en fournir de suite. Contre les irréductibles, allergiques au ralliement, Bonaparte utilise la force. Les royalistes espèrent naïvement que Bonaparte va rétablir la royauté. Ils répondent avec arrogance à Louis XVIII « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France. Il vous faudrait marcher sur 100 000 cadavres. » Cette réponse, aux accents républicains, est faite pour rassurer les Jacobins. Les rassurer ne suffit pas. Il faut leur ôter toute envie de conspirer. Le 24 décembre 1800, une machine infernale éclate rue Saint-Nicaise, au passage du premier consul. Il y a 22 morts et 56 blessés. L'attentat a été préparé par des royalistes, mais la police attribue le complot aux Jacobins. 98 sont déportés, 9 sont exécutés, ce qui n'empêche pas d'arrêter et de guillotiner les véritables auteurs. Le 17 février 1800, Bonaparte s'est installé aux Tuileries, le palais des rois. Les murs sont couverts de bonnets rouges et de graffitis révolutionnaires. Faites-moi disparaître tout cela. Je ne veux pas de pareilles saloperies. Dans la cour, on a planté de nombreux arbres de la liberté. Il est fait arracher, sous le prétexte qu'ils ôtent de la lumière aux appartements. Les libertés ne pèsent pas lourd devant la volonté du maître. Une police redoutée enveloppe la capitale et les départements. À côté de la police de Fouché, il y a de nombreuses polices parallèles avec leurs indicateurs. Chacun surveille chacun. Les dénonciations fleurissent. Écoutons ce témoin. Le ministre de la police racontait un jour devant beaucoup de monde que 4 personnes avaient dîné ensemble chez un restaurateur dans une chambre particulière et que le lendemain, chacune d'elles lui fit son rapport de la conversation qui avait été tenue à ce dîner. Les opposants sont interdits de séjour à Paris, enfermés dans des asiles d'aliénés. Un décret de 1810 reconstitue les prisons d'État où les suspects sont incarcérés, comme jadis à la Bastille. Sans qu'il soit convenable, ni de les faire traduire devant les tribunaux,
ni de les faire mettre en liberté. À la fin de l'Empire, il y aura 2500 détenus en vertu de ce décret. Le temps de la Révolution est fini. Il n'y a plus en France qu'un parti. Je ne souffrirai jamais que les journaux disent ni fassent rien contre mes intérêts. Dès janvier 1800, 60 journaux sont supprimés à Paris. 4 resteront autorisés sous l'Empire. Dans les départements, une seule feuille d'annonce rédigée par la préfecture. Le Mercure de France est interdit à la suite d'un article courageux de Chateaubriand. Lorsque dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. Le pouvoir bonapartiste surveille, réprime. Il cherche aussi à faire accepter l'autorité. Les Français doivent s'y plier le plus tôt possible. Dans la famille, d'abord. Autocrate et phallocrate, Bonaparte fait du père de famille un véritable tyran domestique. La femme, prétendue anatomiquement et intellectuellement inférieure, était entièrement soumise à son mari. Le code civil en fait une aimable mineure. L'enseignement prend le relais de la famille. Je veux trouver dans ce corps même une garantie contre les théories pernicieuses et subversives de l'ordre social. Il y a toujours eu, dans les États bien organisés, un corps destiné à régler les principes de la morale et de la politique. La religion, enfin, comme elle le fit toujours, prête main forte au pouvoir, pour toute la durée de la vie. Bonaparte a voulu le concordat pour des raisons politiques claires. S'il n'est pas le maître des prêtres, le gouvernement a tout à craindre d'eux. Grosse erreur, celle des gens qui disent « Les prêtres, il n'y a pas à s'en occuper ». C'est comme si l'on disait « Voilà des individus, avec des torches allumées, qui rôdent autour de la maison, laissez-les faire. » Et puis, l'Église ne prêche-t-elle pas la soumission? Tenez, j'étais ici dimanche dernier, me promenant dans cette solitude, dans ce silence de la nature. Le son de la cloche de Rueil vint tout à coup frapper mon oreille. Je fus ému, tant est forte la puissance des premières habitudes et de l'éducation. Je me dis alors, quelle impression cela ne doit-il pas faire sur les hommes simples et crédules? Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. La société ne peut exister sans l'inégalité des fortunes. Et l'inégalité des fortunes ne peut exister sans la religion. Quand un homme meurt de faim à côté d'un autre qui regorge, il lui est impossible d'accéder à cette différence s'il n'y a pas là une autorité qui lui dise « Dieu le veut ainsi, il faut qu'il y ait des pauvres et des riches, mais ensuite et pendant l'éternité, le partage se fera autrement. » La soumission de l'Église est totale. Rome découvre un Saint Napoléon, martyr, que l'on fête le 15 août. Les évêques français adoptent le catéchisme impérial. Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre empereur? Selon l'apôtre saint Paul, il résisterait à l'ordre établi de Dieu même et se rendrait digne de la damnation éternelle. Un conseiller d'État faisant à Napoléon cette remarque ingénue, « Il n'y a point d'opposition » s'entend répondre. Je crois bien, il ne veut pas y en avoir. On est tranquille, parce qu'on ne peut plus bouger. N'ai-je pas mes gendarmes, mes préfets, mes prêtres? Après avoir rendu son pouvoir absolu, Bonaparte veut le rendre durable. Afin de répondre à l'enthousiasme que suscite la signature de la paix d'Amiens, le Sénat décide, en mai 1802, de le réélire consul pour 10 nouvelles années. Bonaparte trouve les sénateurs un peu mesquins. Jouant les modestes, il déclare qu'il n'acceptera que si le vœu du peuple le lui commande. La question qu'il fait poser est mieux en accord avec ses ambitions.
Bonaparte sera-t-il consul à vie? 99,8% des votants répondent oui. Une nouvelle constitution, votée sans débat, lui donne le pouvoir de choisir son successeur. Le régime, ainsi transformé, est une monarchie qui n'ose encore dire son nom. Il ne reste plus qu'à la restaurer. Les royalistes, encouragés par l'Angleterre, n'ont pas encore abandonné l'espoir de rétablir les Bourbons. Georges Cadoudal, ancien chef de Chouans breton, venu de Londres, débarque clandestinement au pied des falaises normandes à la fin de 1803. Bonaparte doit être pris et tué sur la route de la Malmaison. La police est informée, les conspirateurs sont arrêtés. L'enquête révèle que les conjurés attendaient, pour agir, l'arrivée d'un prince du sang. Bonaparte veut frapper l'opinion et montrer qu'il est le véritable rempart contre le danger royaliste. Il feint de croire que le prince dont on attend le signal est le duc d'Enghien, émigré à Ettenheim, à quelques kilomètres de la frontière du Rhin. Il le fait arrêter en territoire étranger, au mépris du droit des gens. Amené à Vincennes le 20 mars 1804, le duc est fusillé quelques heures plus tard, après un simulacre de jugement. Un homme qui démasque les complots royalistes, qui fait fusiller un prince du sang, n'est-il pas un républicain? Et ce républicain ne doit-il pas monter sur le trône pour empêcher les Bourbons d'y monter? Nouveau plébiscite en novembre 1804. 99,93% des votants acceptent de confier le gouvernement de la République à un empereur. Napoléon est monarque par la grâce des Français. Le 2 décembre, il le devient par la grâce de Dieu. Dieu tout-puissant et éternel, qui avait répandu l'onction sainte sur les têtes de Saül et de David, répandez par mes mains le trésor de vos grâces et de vos bénédictions sur votre serviteur Napoléon, que nous consacrons aujourd'hui empereur en votre nom. Je jure de faire respecter les lois du Concordat, l'égalité des droits, la liberté civile et politique et l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux. Le 2 mars 1802, le premier consul remet l'épée au fourreau. La paix, signée à Amiens, semble ouvrir une période de détente internationale. Bonaparte embrasse une opulente Britannia. C'est le premier baiser depuis 10 ans. Souhaitée des deux côtés de la Manche, la paix est nécessaire à l'Angleterre au bord de la crise économique et à Bonaparte pour consolider le nouveau régime. Un an plus tard, c'est la rupture. Je planterai mon drapeau sur la tour de Londres où je périrai. La guerre ne se terminera qu'avec la chute de l'Empire. C'est l'Angleterre qui m'a poussé, forcé à tout ce que j'ai fait. Si elle n'avait pas rompu le traité d'Amiens, je serais resté tranquille chez moi. Je n'aurais rien entrepris au dehors, car ce n'était pas dans mon intérêt. Si l'Angleterre avait voulu, j'aurais vécu en paix. En fait, l'Angleterre était prête à reconnaître à la France la suprématie militaire sur le continent, à condition de conserver l'hégémonie des mers. Mais les vues du premier consul rendent impossible le maintien de la paix.
Sur le continent, sans déclarer la guerre, il annexe des territoires, impose à d'autres une tutelle plus ou moins acceptée. Ses projets outre-mer inquiètent les Anglais, décidés à arrêter ses ambitions. En 1811, Napoléon a conquis un empire plus vaste que celui de Charlemagne, auquel il se réfère si souvent. Conquête jalonnée par d'éclatantes victoires, mais de plus en plus durement gagnée et de plus en plus meurtrière. L'ogre consomme de plus en plus de jeunes conscrits. À l'ambassadeur de Russie, il demande cyniquement: Votre maître a-t-il, comme moi, 25 000 hommes à dépenser par mois? Austerlitz, 23 000 tués. Eylau, 40 à 50 000 morts. Brusquement, la bataille éclata. 600 voix énormes, se jetant la flamme à pleine bouche, s'insultèrent du haut des collines farouches. Toute la plaine fut un abîme fumant, et mon tambour battait la charge éperdument. Au canon se mêlait une fanfare altière, et les bombes pleuvaient sur notre cimetière comme si l'on cherchait à tuer les tombeaux. Wagram, 55 000 tués. Borodino, 80 000 morts. La retraite de Russie est un désastre hallucinant. C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombre sous le ciel noir. 380 000 hommes ne rentreront pas de Russie. L'Europe est une vieille putain pourrie. J'ai 800 000 hommes, j'en ferai ce qui me plaira. Faut-il voir dans cette déclaration sans phare les raisons de cet appétit démesuré de territoire? La conquête a-t-elle été purement gratuite? Ce qui est sûr, c'est qu'elle est d'un excellent rapport. En 1796, les Italiens avaient payé au prix fort leur libération, c'est-à-dire leur défaite. Bonaparte avait en outre largement puisé dans leurs richesses artistiques. Sous l'Empire, les contributions de guerre alimentent le domaine extraordinaire que Napoléon gère lui-même sans avoir de compte à rendre. Lascaz note: Il disait avoir fait entrer en France plus de 2 milliards de numéraires. La vraie raison, c'est que la guerre est l'essence même des dictatures qui ont besoin de fanfares triomphantes pour couvrir la voie des libertés naufragées. Mon pouvoir tient à ma gloire, et ma gloire aux victoires que j'ai remportées. Ma puissance tomberait si je ne lui donnais pour base encore de la gloire et des victoires nouvelles. La conquête m'a fait ce que je suis. La conquête seule peut me maintenir. À Sainte-Hélène, le maître déchu parle un tout autre langage. Les guerres de l'Empire ont été, comme celle de la Révolution, une croisade de la liberté. Robespierre avait, dès 1792, condamné une telle politique. La plus extravagante idée qui peut naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n'aime les missionnaires armés, et le premier conseil que donnent la nature et la prudence est de les repousser comme des ennemis. Et, de fait, la domination française pèse lourdement. Les réquisitions, les contributions, la conscription sont très mal supportées. En 1814, les nations de l'Europe se sont unies, les armes à la main, contre la France, au nom de cette liberté que Napoléon a prétendu leur apporter.
La résistance espagnole est à cet égard exemplaire. J'embarquais fort mal cette affaire. L'immoralité dut se montrer par trop patente, reconnaît Napoléon à Sainte-Hélène. La famille royale espagnole, déchirée par des haines inexpiables, tombée au dernier degré de l'avilissement, se laisse prendre au piège tendu par Napoléon. Alors que Murat occupe les places fortes du Nord, Charles IV et son fils, devenus rois à la suite d'une insurrection, se rendent à Bayonne et sont contraints d'abdiquer. Nouvelle fournée de rois. Joseph devient roi d'Espagne et Murat roi de Naples. Le traitement infligé à ces souverains indigne l'Espagne qui a conservé pour la dynastie un respect religieux. Le 2 mai, Dos de Mayo, la population madrilène veut s'opposer au départ pour Bayonne des derniers membres de la famille royale. Quelques soldats français sont bousculés. Murat fait pénétrer dans la ville plusieurs régiments de cavalerie qui sabrent la foule à la Puerta del Sol. Le lendemain, 13 de Mayo, on fusille les émeutiers pris les armes à la main. C'est le signal d'une lutte impitoyable qui va durer jusqu'à la chute de l'Empire. En quelques semaines, 150 000 hommes prennent les armes, bandes de paysans et d'artisans, encadrés par quelques soldats. Le fanatisme patriotique est décuplé par la passion religieuse. Contre Napoléon, qui tient le pape prisonnier, le clergé espagnol prêche une vraie croisade. Est-ce un péché de mettre un Français à mort? Non, on gagne le ciel en tuant un de ces chiens hérétiques. Le siège de Saragosse résume la violence et l'acharnement des combats. C'est une guerre qui fait horreur, écrit le maréchal Lannes à Napoléon. Il faut prendre la ville maison par maison, étage par étage. Le combat se termine sur les toits. On avance en creusant des galeries. Français et Espagnols débouchent parfois dans la même cave. On se bat dans l'obscurité à coups de pique, de pelle. Les hommes tombent dans des mares de sang, de vin et d'huile. Au couvent des Trinitaires, on assiste à des scènes d'un baroque tragique. Des élégantes, armées de fusils, entourent un moine, sabre au poing, manches et robes retroussées. Un soldat est assommé à coups de crucifix. Le sort réservé aux prisonniers est pitoyable. Après la capitulation de Baylen, les captifs sont embarqués à Cadix, sur 10 pontons, véritable pourrissoir au milieu de la rade. À peine 1 mètre carré pour chaque prisonnier. Nourriture infecte, infime ration d'eau croupie. La dysenterie, le choléra, le scorbut font des ravages. La puanteur est intolérable. Les cas de folie et de suicide se multiplient. Dans les campagnes, les guérilleros harcèlent les colonnes, massacrent les isolés, les traînards, les blessés, les malades. Les atrocités entraînent des représailles. De part et d'autre, c'est l'escalade de la violence et de l'horreur.
Des sociétés secrètes italiennes aux associations d'étudiants allemands, on retrouve un refus identique du régime impérial, une même aspiration à l'indépendance. En 1809, Schlegel lance son célèbre manifeste. Jusqu'à quand supporterez-vous le joug de l'étranger? Jusqu'à quand un fier conquérant fera-t-il ployer votre cou? Debout, Allemands! Secouez cette torpeur de honte et de mort! Il est encore temps! L'appel est entendu. La même année, le Tyrol est en pleine insurrection. Andreas Hofer et ses bandes de montagnards chassent les Bavarois, alliés de la France. Un corps français capitule à Innsbruck. À Schönbrunn, Staps veut poignarder Napoléon au cours d'une revue de la garde. Qui vous a poussé à ce crime? Personne. C'est l'intime conviction qu'en vous tuant, je rendrai le plus grand service à mon pays et à l'Europe. En 1813, c'est le soulèvement général des pays allemands, la guerre de libération. En Russie, c'est dans l'épreuve de l'invasion que se forge le sentiment national. L'empire des tsars se soulève contre l'envahisseur français. La flamme qui dévora la capitale et ne s'éteignit que d'elle-même continua à brûler dans la poitrine des Russes, flamme sacrée de vengeance et d'anéantissement devant laquelle les Français tremblèrent et devaient encore trembler davantage. Les Russes sacrifièrent tout avec joie pour que leur nom reste sans tache et la patrie libre. En 1812, toutes les cloches de la Sainte Russie annoncent la défaite française, prélude à la libération de toute l'Europe. L'aventure napoléonienne a coûté la vie à plus de 3 millions d'hommes. Ces morts étaient-ils nécessaires pour préparer dans le sang et les souffrances la naissance de l'Europe des nations, ouverte aux idées libérales? Mais Napoléon a violé plutôt qu'il n'a éveillé la conscience de l'Europe. Il a délibérément ignoré le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et, provoquant contre lui l'alliance des souverains conservateurs, il a retardé, plutôt qu'il n'a hâté, la métamorphose de l'Europe. Après Waterloo, on empaille les aigles, mais les notables, mis en place par Napoléon, ne vont pas pour autant orner les vitrines des musées. Hommes d'ordre et d'autorité, ils assurent partout en Europe le triomphe de la réaction et encouragent la répression. L'aventure napoléonienne, c'est la défaite des mouvements libéraux et des 4 sergents de La Rochelle au mur des fédérés, le triomphe de l'ordre bourgeois.